Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais remercier le CRISICAC pour me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui le projet Microcomet et un certain nombre de résultats qu'on a obtenus. Donc Microcomet, c'est un projet qui a pour objectif, au sein des écosystèmes côtiers, bien de comprendre quel est l'impact des éléments traces métalliques sur les microalgues, et notamment le but était de mesurer la capacité de ces microalgues à pouvoir se développer dans les métaux, mais également de comprendre mesurer en tout cas les bioaccumulations et les réponses physiologiques que l'on pouvait avoir dans ce cadre-là, ainsi qu'un certain nombre de données métabolomiques et transcriptomiques qui étaient en lien avec ce stress oxydatif. Donc c'est un sujet qui s'est structuré autour d'un certain nombre d'établissements de recherche, donc l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'IFREMER, le CNRS, et puis nous avons également travaillé en collaboration avec la DECAL Technopole. Alors, quelle est l'origine de ce projet? Alors, ce projet s'est construit sur un certain nombre de constats, notamment que les apports terrigènes en éléments traces métalliques sont naturellement présents dans les systèmes côtiers de Nouvelle-Calédonie, et que ces apports vont être et seront de plus en plus importants, notamment pour des raisons de pression anthropique, mais également pour des raisons en lien avec le réchauffement climatique. Il faut savoir que ces apports métalliques sont indispensables à la production primaire et par conséquent au fonctionnement des systèmes côtiers, mais ils deviennent toxiques notamment lorsqu'ils sont en excès. Les métaux sont également une source de stress oxydant, et nous avions précédemment réalisé des travaux dans le cadre de la thèse de Naomi Coulombier qui montraient qu'on pouvait influencer la production d'un certain nombre de métabolites chez les microalgues en faisant varier des facteurs tels que la lumière, le pH ou la disponibilité en azote. Et donc, en fait, ce projet est né sur le fait d'évaluer les éléments traces métalliques comme pouvant faire évoluer le métabolome et la physiologie des microalgues. Alors, quelles sont les applications pour la société? Donc, il y en a trois principaux. Le premier, c'est de mesurer la capacité des microalgues à se développer en présence de métaux, car quand on regarde la littérature, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Ensuite, c'est de pouvoir orienter la production de biomolécules d'intérêt qui pourraient effectivement présenter des valorisations économiques par des producteurs de microalgues. Et puis, c'est également d'affiner les différents modèles de bioaccumulation en fonction de types de métaux et également des espèces que nous avons étudiées. Alors, concernant l'approche, c'est une approche qui couple un certain nombre de disciplines, à la fois l'écophysiologie, la métabolomique, la transcriptomique, et qui a donc pour but d'étudier l'effet des éléments traces métalliques. En particulier, ce qui nous intéressait, c'est le fer, le nickel, mais également un mélange de ces deux métaux pour voir s'il y avait des synergies ou des interactions en fonction des différentes voies qui sont impactées. Donc sur une souche de microalgues issues du lagon calédonien qui a été isolée par l'IFREMER. Alors la méthode, on a essayé de coupler un certain nombre de méthodes, donc des méthodes concernant l'écophysiologie, en particulier des suivis de croissance, mais également de la photophysiologie. Donc la photophysiologie, on a utilisé ce qu'on appelle la méthodologie PAM pour effectivement mesurer le bon fonctionnement des photosystèmes et les capacités photosynthétiques et de photoprotection donc au sein de ces microalgues. Nous avons aussi mesuré le contenu élémentaire et métallique au sein de ces microalgues dans ces expériences. Nous avons extrait et décrit le métabolome, d'une part d'un métabolome non ciblé sur un certain nombre d'expériences par résonance magnétique nucléaire et spectrométrie de masse à haute résolution. Puis aussi, nous avons ciblé nos analyses sur un certain nombre de métabolites qui nous paraissaient intéressants, à la fois d'un point de vue de valorisation, tels que les pigments et les oxyhydras, mais également les pigments qui peuvent intervenir dans la compréhension des photosystèmes. Cette approche a été couplée avec une autre approche de transcriptomique, comparative des transcriptomes, donc issue d'une souche qui a été, qui a pu croître dans différentes conditions et différentes contraintes métalliques. Et puis le but était de mettre à jour les différentes voies cellulaires impliquées dans la réponse au stress métallique et ainsi effectivement d'essayer de trouver des liens entre ces différentes approches, entre la physiologie, donc la métabolomique et la transcriptomique.
Alors, quelles ont été les compétences mobilisées? Donc, c'est un projet qui fait l'objet d'une coopération entre les différents établissements du CRESICA, avec une approche à la fois multi et transdisciplinaire. Donc, effectivement, il y a moi, qui suis enseignant-chercheur à l'université de la Nouvelle-Calédonie, spécialiste en chimie des substances naturelles. Thierry Geoffrey de l'Ifremer pour le travail sur tout ce qui est physiologie et en particulier la photophysiologie. Loïc Ledéan, qui a apporté son expertise dans l'ingénierie de la production des microalgues. Véronique Berthaud-Le du CNRS pour ses travaux sur la génétique. Et puis nous avons, dans le cadre de ce projet, travaillé également avec Vincent Mériot, qui est donc un doctorant qui a été recruté, qui est financé pour la province Sud pour travailler en partie sur ce sujet. Et puis nous avons recruté dans le projet une stagiaire de Master 2, et puis nous avons également travaillé avec Nina Brunet, qui était VSC dans le cadre du CRESICA. Le projet a fait l'objet d'une collaboration avec la Décale Technopole, notamment via l'utilisation du laboratoire partagé avec l'Ifremer. Et puis nous avons, pour une part des analyses, travaillé avec l'université d'Aix-Marseille. Alors, quel est le terrain d'étude? Alors, notre terrain d'étude, c'est un terrain de laboratoire. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est une souche de microalgues. Donc, ici, nous avons travaillé sur une dinoflagée qui est Heterocapsa cf. boyayensis. Et nous avons choisi de travailler sur cette microalgue parce que c'est une microalgue qui appartient à un genre qui est connu dans la littérature pour être en capacité de transférer les éléments traces métalliques vers un certain nombre d'organismes bivalves. Donc ça pouvait être intéressant effectivement dans un suivi notamment de bioaccumulation, de pouvoir travailler sur un genre qui était en capacité de transférer dans la chaîne alimentaire les éléments traces métalliques. De plus, en Nouvelle-Calédonie, il y a différentes espèces d'Heterocapsa qui ont été isolées lors de marées rouges au sein de bassins de crevettes, donc il peut faire effectivement l'objet d'un certain questionnement autour de l'aquaculture. Et au niveau international, ce genre est reconnu pour ses fortes fluorescences, pouvant avoir parfois un impact toxique. Alors concernant nos premiers résultats, les premières expériences, alors les premières expériences qui ont été mises en place, c'est des expériences d'écophysiologie préliminaires, donc dans des petits photobioréacteurs ont été réalisées donc les cultures de ces microalgues, et ensuite une fois atteint après un certain nombre d'étapes, une fois que les photobioréacteurs sont passés en mode continu, les cultures sont transférées donc dans des Erlenmeyer dans lequel on ajoute un métal à différentes concentrations. Donc ces premiers essais avaient pour but de voir quelle était la tolérance de cette microalgue à des concentrations très élevées de métaux. Pour pouvoir faire le suivi de ces cultures, donc les mesures de photophysiologie ont été réalisées par le PAM, qui permet de mesurer la fluorescence de la chlorophylle. L'avantage de cette méthode, c'est une méthode à la fois rapide et non invasive. Donc, il modifie pas l'objet de l'étude, et il donne, par un certain nombre de paramètres, notamment, il permet d'indiquer l'état de la santé du photosystème 2. Il permet de définir l'efficacité maximale de ce photosystème, et par des expériences de rapid light curves, il nous permet d'observer quelle est la production synthétique maximale. Donc, de cette manière, et en comparant les différents paramètres, on peut ensuite avoir une idée sur le fonctionnement des photosystèmes et donc sur les mécanismes qu'il y a derrière dans l'impact des métaux sur la microalgue. Et notamment permet de savoir si on peut avoir une dissipation ou pas donc de l'énergie dans le cas du photosystème ou sous forme de chaleur. Alors voici les résultats qu'on a obtenus dans ce premier test. Nous avons étudié différents métaux, donc du nickel, du fer ainsi que du chrome, à différentes concentrations, et on est allé jusqu'à des concentrations extrêmement élevées. Et la première chose que l'on a observée, c'est que il y avait un effet observable des métaux effectivement sur les paramètres photosynthétiques, mais on n'a pas observé une toxicité aiguë. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que on s'attendait plutôt à voir quelque chose où on avait notamment une toxicité aiguë et donc une chute brutale effectivement du fonctionnement de la microalgue. Et c'est pas du tout ce qu'on a obtenu. On a certes une diminution de l'activité, mais qui n'est pas toxique.
Alors, la limitation qu'on a obtenue, et ça c'est aussi quelque chose d'original, c'est que dans nos expériences, en fait, on a été plutôt limité par la solubilité du métal dans la solution de culture, plutôt que par un effet toxique. Donc ça, c'est un premier résultat. C'est que, en fait, l'algue qu'on utilise est extrêmement tolérante aux conditions qu'on lui a appliquées. Alors, une fois qu'on a fait ces premiers tests, de manière à identifier quelles étaient les concentrations sur lesquelles on pouvait travailler, les concentrations maximales, le but c'était de pouvoir induire une réponse de la microalgue. On a ensuite produit donc de la biomasse donc de cette espèce selon 3 conditions, donc en présence de nickel, en présence de fer et en présence des 2 ions à des concentrations très fortes de 10 puissance 3 mol par litre. Et cette expérience a été menée pendant 13 jours. Au cours de cette expérience, on a fait un certain nombre de prélèvements, un certain nombre de mesures, notamment les mesures de photophysiologie par PAM, et puis des récoltes d'échantillons pour les autres expériences qui ont été menées. Donc notamment, on a fait des récoltes au départ de l'expérience, avant l'introduction des métaux, au bout de 24 heures, au bout de 72 heures, et puis au bout de 13 jours. Et donc là, on voit effectivement l'évolution de la culture de la microalgue. Ici, on a les résultats concernant la stabilité de la culture mesurée par absorbance, donc à 2 valeurs d'absorbance différentes. On observe pour ces 2 longueurs d'onde le même résultat, c'est-à-dire que Heterocapsa boyaensis est très tolérante au nickel, c'est-à-dire qu'on n'observe pas une modification de la culture au cours du temps. Mais en revanche, elle est sensible aux fortes concentrations de fer, avec effectivement une baisse ici de la densité optique au cours du temps. Et ça, encore une fois, c'est extrêmement original parce que, en fait, à ces concentrations-là, dans la littérature, quasiment toutes les espèces sont toxiques. En tout cas, toutes les espèces en tout cas, ces concentrations sont toxiques pour toutes les espèces présentes dans la littérature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'original. Donc ça fait l'objet, en fait, ici déjà d'une première recommandation, c'est-à-dire que dans des projets de développement autour de la culture de microalgues, la première recommandation, ça serait d'utiliser effectivement des souches de microalgues adaptées au contexte de la Nouvelle-Calédonie, qui aurait fait donc l'objet effectivement d'un certain nombre d'adaptations. Deuxième résultat, c'est les mesures de photophysiologie, où là, on voit le rendement quantique maximal du photosystème 2 en fonction des différentes conditions, nickel, fer et mélange nickel plus fer. On observe qu'on a une efficacité photosynthétique maximale qui diminue respectivement de 25 et de 15% lorsqu'on est dans les conditions fer ou nickel plus fer. Donc on a un impact du fer sur le photosystème, mais pas d'impact du nickel. Et que, effectivement, cet impact est négatif sur l'activité photosynthétique en présence du fer. Un autre graphique ici qui représente les courbes de réponse, donc les rapid light curves, représentant donc le taux relatif de transport des électrons, qui est mesuré ici selon différentes intensités lumineuses croissantes. Et là aussi, on voit que, d'une manière générale, il n'y a pas de photoinhibition, c'est-à-dire que le photosystème, quelles que soient les conditions, continue à fonctionner, mais on a en revanche un effet observable du fer, encore une fois, sur cette production photosynthétique au cours du temps. Alors cette méthode permet de mettre en œuvre, et en tout cas nous permet de mettre en œuvre un certain nombre d'expériences et de mesurer un certain nombre de paramètres. Et donc ici on a l'analyse des transitions rapides de la fluorescence de la chlorophylle A en fonction d'un certain nombre d'impulsions rapides, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre d'identifier un certain nombre de paramètres qui sont présentés ici dans ces 2 diagrammes. Alors à gauche vous avez les conditions, à gauche il y a la condition nickel-fer et à droite il y a la condition nickel plus fer. D'une manière générale, on observe une diminution des paramètres d'efficacité quantique après 13 jours en présence de fer. Donc encore une fois, le fer ici joue un rôle alors que le nickel n'en joue pas. Et que si on regarde la nature de ces différents paramètres, on a pour l'absorption, le piégeage et la dissipisation, ils sont plus élevés avec le joug de fer et que cela se fait en fonction des différentes concentrations de fer. Car dans la condition nickel plus fer, la concentration de fer est 2 fois moins. Alors ceci nous a permis effectivement de comprendre un petit peu quel était le mécanisme de l'inhibition du fer sur le photosystème, et on a ici un graphique qui représente un résumé des paramètres décrivant les différents flux spécifiques ainsi que le rendement quantique.
donc du transfert d'énergie de la chaîne photosynthétique en présence notamment de concentration de fer. Donc on observe des effets positifs, des effets négatifs, avec donc notamment une augmentation de la dissipation donc de l'énergie sous forme de chaleur, hein, donc ici avec notamment une augmentation donc ici du NPQ induit. On a aussi d'autre part l'absorption de la lumière et la réduction de la quinone A qui sont renforcées dans ces premières étapes par un excès d'ion fer, d'accord. Mais en revanche, tout ce qui est transport d'électrons est inhibé de la quinone B jusqu'au photosystème 1. Donc, en fait, ces premiers résultats nous ont permis de comprendre quels étaient les mécanismes toxiques du fer sur le enfin en tout cas sur ces différents modes en lien avec les photosystèmes chez donc cette microalgue Heterocapsa. Ensuite, on a mesuré les différentes quantités de métaux qui étaient bioaccumulés dans la microalgue. Et donc, on a mesuré ici les différents éléments traces métalliques. Donc, ici sont représentées les différentes concentrations qu'on a retrouvées. Donc, ici, on a les valeurs de T0 qui sont dans les expériences relativement proches. En revanche, on observe qu'on a une accumulation dépendante des métaux lorsque on les ajoute dans la culture. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du fer dans les conditions fer, moins importante lorsqu'on a le mélange nickel plus fer, pas d'accumulation du fer en présence de nickel. Et dans le cas du nickel, on a une augmentation, là aussi, des taux de nickel lorsqu'on ajoute du nickel. Il faut noter que cette bioaccumulation est beaucoup plus importante dans le cas du fer que du nickel. C'est-à-dire que les stratégies de bioaccumulation ne sont pas les mêmes en fonction de la nature du métal. Si on regarde les valeurs, hein, ici, elles sont beaucoup plus importantes pour le fer que celles qu'on a ici pour le nickel, même si elles augmentent malgré tout. Donc la deuxième recommandation qu'on peut faire, c'est que effectivement, on va avoir une bioaccumulation des métaux, en tout cas dans ce type de microalgues. Alors ça avait été déjà mis en évidence, en tout cas chez le genre Heterocapsa, et qu'en plus ce genre Heterocapsa est capable de transférer ces métaux au-delà dans la chaîne alimentaire. Donc la recommandation, c'est de bien prendre en compte la qualité de l'eau dans les futurs projets de développement des microalgues, notamment à cause de ce risque de transfert des éléments traces métalliques, et notamment de bien identifier quels sont les usages de ces microalgues. Par exemple, si le but est de développer des filières de microalgues pour l'alimentation, que ce soit l'alimentation humaine ou l'alimentation animale, eh bien il faut éviter effectivement d'utiliser des eaux qui sont riches en métaux quand on va y avoir un risque de bioaccumulation au sein de la chaîne alimentaire. En revanche, et là on va voir ça par la suite, la présence de métaux peut avoir d'autres intérêts, notamment sur leur orientation métabolique de la production d'un certain nombre de molécules d'intérêt. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que ça aille vers l'alimentation, mais vers d'autres utilisations. Alors, ensuite, on a donc mesuré un certain nombre de molécules, de métabolites au sein de ces différentes expériences, notamment les pigments dans un premier temps. Donc, on a fait l'analyse pigmentaire par chromatographie liquide UV visible. Donc, on a ici ce type de chromatogramme qui représente donc la composition pigmentaire d'Heterocapsa qui évolue en fonction des différentes conditions. D'une manière générale, on a ici une composition pigmentaire pour cette microalgue qui est typique des dinoflagellés, notamment avec la présence de cette molécule qui est donc la pyridine, avec ici un cycle lactonique classique de cette structure. Ensuite, on a réalisé la quantification pigmentaire des différents pigments en fonction donc des différentes conditions. Alors je vous montre pas tous les résultats, on en a énormément. Ici à gauche, vous avez la composition totale des pigments et ici vous avez la composition correspondant au rapport entre la diatoxanthine et la diadinoxanthine. Donc on a si on regarde, on n'a pas d'évolution de la qualité pigmentaire totale selon les conditions. Donc malgré l'impact sur le photosystème, il n'y a pas d'évolution, en tout cas d'une manière globale, des pigments. Mais quand on regarde ce rapport, on voit qu'on a une augmentation de la concentration de diatoxanthine après 3 jours d'exposition en présence de la condition fer.
Alors, on voit pas bien ici, mais effectivement, alors c'est quelque chose qui vient confirmer les premiers résultats qu'on avait observés en photophysiologie, car effectivement, ce transfert donc en tout cas, le passage de la diadinoxanthine vers la diatoxanthine, eh bien, entraîne la formation d'une molécule donc qui est moins favorable au transfert des électrons et donc qui vient, alimenter les résultats préliminaires qu'on avait obtenus en photophysiologie. Maintenant, concernant cette fois-ci la composition des acides gras, on s'est intéressé effectivement aux acides gras, car ils peuvent présenter parfois un intérêt, notamment en termes d'alimentation. Alors ici, on a les acides gras. Les acides gras principaux qu'on a observés, c'est l'acide myristique, l'acide malmitique, l'acide stéarique. Et on l'a aussi observé et comparé ces compositions en fonction des différentes conditions. D'une manière générale, on augmente avec le temps. On voit une augmentation donc des pigments, des acides gras avec le temps en présence de nickel. En revanche, on a pour le faire on a une évolution qui est différente avec une augmentation sur les premiers jours, puis ensuite une diminution donc de ces acides gras en présence de fer. Donc, ce premier résultat montre bien que l'on peut faire une orientation métabolique, c'est-à-dire enrichir la production de la microalgue ici en acide gras en fonction des conditions métalliques qu'on lui impose. Donc ça peut avoir un intérêt d'augmenter la production de la microalgue en fonction de son utilisation par la suite. On a ensuite réalisé donc des analyses de métabolomiques non ciblées, notamment ici je vous présente les résultats qu'on a obtenus en résonance magnétique nucléaire du proton. On a ici une vue globale du contenu moléculaire. On retrouve des pigments, comme la pyridine, la chlorophylle A, qui sont ici. Alors ils sont tout petits, il faut zoomer. Alors, ce qui montre que les pigments sont des composés qui sont minoritaires au sein de la microalgue. On observe aussi les acides gras que l'on retrouve sur ces signaux, mais ils ne font pas non plus, enfin même s'ils sont relativement en grande quantité, ils ne sont pas parmi les molécules majoritaires. En revanche, les deux molécules majoritaires qu'on a identifiées, c'est le DMSP pour diméthylsulfoniopropionnate, qui est une molécule intéressante pour comprendre le mécanisme de résistance des microalgues aux conditions riches en métaux, car c'est à la fois un osmolite et un antioxydant. Donc ça pourrait être une molécule qui fait l'objet d'une adaptation en cas de présence importante de métaux. Et puis on a observé aussi un ou des galactosyldiacylglycérol qui sont en fait ici, qui ont des structures qui sont proches de toxines, qui sont identifiées chez les dinoflagellés, donc qui serait certainement la molécule qui est responsable de l'activité toxique de cette espèce au sein des efflorescences lorsqu'elles ont lieu. Donc voilà, on a encore un certain nombre de résultats à analyser, notamment comment évoluent ces valeurs au fur et à mesure de l'expérience, du T0 au T final. Mais en tout cas, on a déjà identifié ici les molécules qui sont responsables et qui sont majoritaires au sein donc des structures. Et puis, pour finir, donc juste quelques mots ici concernant la mise à jour des voies cellulaires impliquées dans les réponses des stress ferreux. Donc là aussi, les expériences ont été réalisées. Il nous reste encore à analyser un certain nombre de résultats. Donc il y a eu une extraction de l'ARN qui a été fait ici uniquement dans la condition fer. Alors on s'était basé sur les premiers résultats effectivement de photophysiologie parce que c'était la condition qui amenait le plus de modifications, en tout cas de toxicité chez l'algue, dont on s'est intéressé dans ce cas-là plutôt au fer. Et donc voilà. Et donc la démarche bioinformatique, voilà, qui reste ensuite à traiter, c'est la filtration des différentes séquences, l'élimination des séquences bactériennes qui sont donc effectivement qui ne sont pas celles qui nous intéressent, et puis la construction de transcriptomes de novo pour ensuite faire une annotation fonctionnelle et une analyse de l'expression et voir leur évolution au fur et à mesure de l'expérience. Alors, quelles sont les perspectives? Alors déjà, ce qui nous reste à réaliser, si toutes les expériences ont été menées, il nous reste encore quelques données encore analysées, notamment ce qui concerne le métabolome non ciblé et son évolution au fur et à mesure. Les analyses de données transcriptomiques et qui viendront s'associer donc à ces données aussi de métabolomique. Et puis l'objet, ça sera de pouvoir comparer ces approches qui sont quoi qu'il en soit toujours complémentaires et très intéressantes de mettre en perspective.
Concernant la valorisation scientifique de ce projet, donc il y a 2 publications qui ont été soumises. Une première qui a été soumise à Photosynthetica et qui décrit les résultats de photophysiologie donc de ce projet. Une deuxième publication qui était soumise et acceptée, qui est une review sur les approches omiques dans le cadre des travaux sur les dinoflagellés. Et puis, le projet a aussi fait l'objet de séminaires et puis de communications dans des congrès internationaux par affiche, donc ont été faites par Vincent Mériot, actuellement en thèse, et qui donc a fait un premier congrès en fin d'année dernière à Rome et qui a fait son second congrès où il a présenté les derniers résultats à Brest la semaine dernière. Alors, quelle est la suite de ce projet? Donc, le but, c'est de faire ensuite des applications et des transferts, notamment à l'ensemble des, on va dire, des producteurs, notamment de microalgues. Et donc, le but, c'est de faire un transfert de cette méthodologie développée, sur d'autres espèces, notamment des espèces qui pourraient présenter un intérêt en aquaculture. Donc ça, c'est en cours parce qu'en fait, c'est l'objet de la deuxième partie de la thèse de Vincent Mériot, donc thèse qui est financée par la province Sud, co-dirigée par l'Ifremer et l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr en collaboration avec la Décale Technopole, car ça se fait en lien avec eux, car la souche dans cette deuxième partie sera une des souches donc de la Décale Technopole. Le but, les perspectives scientifiques derrière, c'est de l'élargissement à d'autres métaux, qui sont également présents dans les apports terrigènes en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fin de compte, certainement chaque métaux a ses propres modes d'action, donc il faudra bien étudier chacun de ces modes d'action, et puis aussi utiliser un cocktail de métaux qui se rapproche des conditions notamment environnementales pour mieux modéliser ce qui se passe et d'affiner les premières recommandations que l'on a que l'on a données ici. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le Teams? Je ne vois pas pour le moment. Dans la salle? Oui. Merci pour le travail. Et on a la démarche qu'on fait, c'est que vous, au niveau des scientifiques, là, vous affinez bien. Et l'autre approche qu'on est en train de faire, de partager aussi, c'est la transversalité, la complémentarité avec ce qui vient d'être donné tout à l'heure. Et je reviens sur la question sur l'eau de l'émissaire marin de Goro et sur l'analyse. J'ai entendu le mot piégeage tout à l'heure. C'est une technologie qu'on peut piéger ce qui est rejeté de l'usine. On peut piéger cette technologie-là, c'est quelque chose qui est à notre portée. Effectivement, les microalgues ont un certain nombre de mécanismes de défense, par exemple aux métaux. Il peut être de plusieurs niveaux. Il y a la bioaccumulation, là c'est ce qu'on a mesuré. Ils peuvent également faire de la biosorption, c'est ce qu'on a également mesuré, je ne l'ai pas présenté. C'est des stratégies qui dépendent ici ce qu'on a observé, qui dépendent du métal étudié. Après les microalgues, alors peut-être pas à la sortie d'un émissaire comme celui de Goro, mais en tout cas, les microalgues sont déjà utilisées pour faire de l'épuration de l'eau, dans le traitement de l'eau. Effectivement, elles ont une capacité à bioaccumuler, biosorber un certain nombre de métaux. Et il y a déjà de la littérature scientifique et il y a déjà eu effectivement un certain nombre de travaux qui ont été menés dans le cas d'épuration d'eau. Après, je ne crois pas que ça soit utilisé à grande échelle. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y a technologiquement quelque chose qui reste encore à développer par la suite, en tout cas à affiner. C'est des pistes, mais je ne suis pas certain que ça ait été mis en œuvre à grande échelle. Une autre question pour terminer?
Nicolas, je voulais juste te demander par rapport à les acides gras dont tu parlais, est-ce que vous avez fait une corrélation? C'est les acides gras membranaires ou tu as fait toute l'extraction de toute la cellule? C'est l'extraction totale. Totale. Bon, en général, ils sont plutôt au niveau membranaire. Est-ce que c'est des acides gras saturés, insaturés? Est-ce qu'il y a un rapport proportion avec l'effet du stress? Tous ceux qu'on a observés dans cette microalgue sont saturés. Saturés? Mais dans d'autres, on a vu des insaturés. Mais ceux qu'on a observés ici sont tous saturés. D'accord. Pour ça, tous ceux qui sont détectables. Avec et sans métaux? Également dans les T0, c'est-à-dire avant d'avoir injecté les métaux. C'est quand même bizarre. Ok, ben merci. Alors, après, c'est uniquement les acides gras, ce n'est pas l'ensemble des lipides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hydrolyse des systèmes de lipidiques qui auraient permis d'amener à des acides gras. Mais en tout cas, tous les acides gras libres sont saturés. Libre, d'accord. Ok. C'est une méthode d'extraction uniquement des acides gras libres. D'accord. Donc ensuite, on a fait une estérification pour être analysé par GCMS. Ok, merci. Mais effectivement, dans le diacyle glycérol dont je parle, en fait, le glycérol est relié. Alors, c'est des acides gras un peu particuliers, pas du tout naturels, enfin, avec des insaturations, de très nombreuses insaturations, et qui sont reliées les unes aux autres, qui expliquent l'effet toxique. Et là, on les observe avec le glycérol. D'accord, ok. C'est des triglycérides. Donc, des diglycérides ou des triglycérides insaturés. Oui, c'est des structures un peu particulières, mais c'est ça, mais dans lesquelles il y a beaucoup d'insaturation. Ok. Et il n'y aurait pas un lien entre ça et les acides gras saturés que tu retrouves Non, on ne les retrouve pas sur les biologiques. Okay. Ils sont indépendants. Ok, merci. Moi, c'est... Oui, Nicolas, une petite question pour la route. La plus forte sensibilité au fer, vous l'associes à quoi? Par rapport au nickel, notamment? Déjà, on voit sur le photosystème qu'on a une inhibition, donc de manière générale, il y a déjà une partie qui fonctionne moins bien. Après, on est vraiment sur des très très grandes concentrations, donc il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir. Là, on n'a pas identifié particulièrement, c'est simplement c'est pas une condition qui nous permet d'avoir une croissance. Mais c'est pas identifié. Encore. Mais c'est des concentrations où typiquement la plupart des microalgues sont, elles, ne poussent même pas. Oui, de perturber la chaîne de transfert, participe. Oui, la chaîne de transfert est inhibée. Ça, c'était mis en évidence. Mais il y a plein de souffle. Des signes et du souffle? Non. Non, il n'y a pas trop de souffle. C'est les quinones, c'est les persoufles. Après, la transcriptomique pourra nous apporter un certain nombre d'éclairage derrière. Effectivement, on sait, on identifie, enfin, ça va permettre, on va pouvoir creuser sur des points un peu plus identifiés grâce aux autres résultats. C'est de voir comment ces données, on peut les mettre les unes avec les autres. Oui, alors le fer est connu pour il y a un stress oxydatif. Hein, donc le fer est connu pour son stress oxydatif et c'est son activité principale. Mais est-ce que ça l'est ici? Peut-être, mais il faut le mettre en évidence. Il rentre fortement dans la cellule.